Il y a deux sortes d'homosexuels. Il y a d'abord ceux qui sont malades, puis ceux qui font ça pour de l'argent. Alors c'est déjà deux choses différentes. C'est une vraie maladie, je suis étranger. C'est une vraie maladie, il faut tenir à l'agir. Et c'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont fous, parce que c'est la maladie, c'est la... Qu'est-ce que... je peux dire que ça, je considère comme les maladies... Comme les fous, quoi. Comme les fous, non, c'est vrai fou, c'est pas comme les fous, c'est vrai fou. Il y a 70 ans que je suis dans le quartier que je suis là, ouais. Ça m'a affecté. Dans le temps, il y avait un quartier qui était propre, puis il est pourri. Et qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils l'ont pourri. Je pense que les femmes, ça me plaît pas du tout. Les hommes, ça me plaît pas du tout. Vous préférez les femmes? Je préfère les femmes, oui. Alors, comment jugez-vous les hommes qui aiment les hommes? Qu'est-ce que vous voulez, c'est pas normal, c'est un vice, quoi. Paraît-il que dans ma maison, il y en a. Ça vous gêne? Je ne sais pas si c'est vrai. Je me pose la question si c'est exact. J'aime pas du tout. Vous aimez pas? Pourquoi? J'aime pas. Je trouve que c'est les... Je sais pas, j'aime pas du tout en tout cas. Franchement, pas du tout. Nous sommes le 4 novembre 1979. Et non, ce que vous venez d'entendre n'est malheureusement pas une mauvaise blague. L'émission Question de temps est diffusée à l'époque sur Antenne 2 et va proposer ce soir-là une émission inédite. Je n'ai plus envie de me cacher. Aujourd'hui, j'assume mon homosexualité. Mais j'ai toujours une vie coupée entre le travail, la vie familiale, les rapports avec les amis homosexuels. Et j'ai envie un peu d'unifier ça, qu'on me reconnaisse pour ce que je suis, pour un homosexuel. J'ai plus envie de me cacher aujourd'hui. Je pense que ça sera l'occasion pour moi, aujourd'hui, en parlant de le dire à mes parents, d'apparaître dans mon entourage pour ceux qui ne le savent pas encore. Puis je crois que, de toute façon, il y a tellement de préjugés encore, en général, qui ne demandent qu'à se redévelopper, parce qu'on cherche toujours des boucs émissaires. Je crois qu'il faut prendre toutes les occasions pour expliquer ce qu'on est, que les gens n'aient pas toujours cette idée monstrueuse des homosexuels. On a essayé de le pousser à s'intéresser aux filles et à s'affermir, mais ça ne s'est pas matérialisé subitement, quoi. Mais vous ne vous êtes pas révolté à un moment en disant non, je ne veux pas que mon fils soit comme ça? Absolument pas, parce que la première chose qu'on a ressentie, c'est d'abord de le plaindre, et puis ensuite, c'est de l'aider, et puis peut-être un peu égoïstement, c'est de le garder. Lors de cette émission, 12 hommes, 12 personnes homosexuelles vont trouver le courage exceptionnel et inédit à la télévision française de révéler et d'assumer pleinement leur homosexualité. Je sais pas si c'est quelqu'un qui me connaissait, je sais pas comment ça s'est fait, mais il y a un gars, un loupard qui est arrivé, puis qui m'a posé la question, alors toi t'es pas pédé par hasard? Et puis moi j'ai pas su lui répondre, j'ai eu un peu peur. C'est un peu comme ça quand on est homosexuel, souvent on a un peu peur, on est toujours un petit peu sur la défensive. Et puis comme il a vu que je répondais pas, il est devenu agressif, il m'a piqué mon sac. Il a voulu du fric d'abord, et puis il m'a cassé la figure dans la rue. Puis là, il a essayé de me violer. Je me suis retrouvé avec le pantalon tout déchiré. C'est la première fois qu'on vous battait comme ça dans la rue? Ça arrive de temps en temps. Ça me rappelle quand j'étais gamin. Je croyais quand j'étais gamin que jamais ça n'arriverait plus. Quand je serais adulte, je serais fort, je serais grand, ça se passerait plus. Je serais plus bouc émissaire comme ça, toutes les agressions, puis... Comment vous ressentez ça? Comme un viol. Ces extraits datant plus ou moins d'une cinquantaine d'années viennent s'inscrire dans la continuité d'une France des années 70-80, homophobe et souvent raciste. Pourtant, ces témoignages s'apprêtent à devenir les premiers à changer les choses. À l'heure où l'homosexualité est perçue comme une maladie psychiatrique, la France se divise entre le dégoût et la recherche de traitement. Une situation insupportable pour les homosexuels de l'époque qui n'ont d'autre choix que de se terrer dans le silence. Et pour vous, Dominique, est-ce que ça a été difficile de dire que vous étiez homosexuel?
Ça a été très très difficile. J'ai mis 20 ans à rompre le silence parce que j'appartiens à cette génération chez qui le souvenir des camps d'extermination nazis était encore très vif. Les nazis épinglaient une étoile rose sur la poitrine des homosexuels, ce qui les désignait pour le four crématoire. Il y en a eu plusieurs centaines de milliers d'exterminés ainsi. Et longtemps après, 20 ans après-guerre, et jusqu'à une époque récente, il y avait une atmosphère atroce qui pesait sur le phénomène homosexuel, c'est-à-dire qu'on vivait dans la honte, dans la clandestinité. Impossible de vivre, souvent même ce qu'on voulait vivre, impossible de le dire à plus forte raison. Et c'était la culpabilité avec tout ce que ça entraîne de névrose, de drame personnel, de sentiments d'échec et d'horreur. C'était vraiment la pure horreur. Aujourd'hui, il n'y a plus de persécution. Il y en a en URSS, il y en a à Cuba, il y en a aussi dans les régimes de droite comme l'Argentine, et en Iran récemment, on a vu que les révolutions commencent toujours par persécuter les homosexuels. Mais pas en France. En France, il n'y a pas de persécution, mais il y a une oppression générale, sourde, sournoise. Et si l'opinion publique tolère les homosexuels quand ils sont écrivains, peintres ou décorateurs, elle les rejette avec mépris dès qu'ils n'appartiennent pas au milieu littéraire ou artistique. Bonsoir Maëva. Bonsoir Aurel et bonsoir à vous tous. On est super heureux de vous retrouver pour le retour de Must. Effectivement, la Queen, après notre numéro sorti fin 2020 sur YouTube concernant les attentats du 13 novembre 2015, nous avions laissé l'émission en stand-by, mais c'était sans compter sur notre envie de continuer à vous raconter les plus grandes histoires qui nous ont précédés. Et quelle histoire ce soir! Pour ce premier numéro de Must en podcast, Aurel et moi allons traverser en votre compagnie 80 ans de combat contre l'intolérance. Vous allez entendre dans ce documentaire inédit de nombreuses archives de l'INA, entre autres, retraçant presque un siècle où l'homosexualité fut tantôt une maladie, tantôt un fléau social, avant une plus large ouverture d'esprit, bien qu'elle soit toujours quelquefois compliquée. Grâce à cet épisode, vous comprendrez pourquoi l'homosexualité a toujours été un tabou et comment les Français les plus courageux de la fin du XXe siècle, ainsi que du début du XXIe, ont pu changer les choses, non sans mal certes, face à une société particulièrement dure. Nous avons eu la chance de rencontrer Michel Lemarec, président de l'association Contact 35, qui vient en aide aux personnes LGBT ainsi que leurs familles, et qui nous a donné rendez-vous dans un bar en plein cœur de Rennes pour ce documentaire exceptionnel. Bonjour Michel Lemarec. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous-même? Eh bien écoutez, impeccable, on est ravis de vous interviewer ce soir avec Maëva dans ce petit bar rennais. Ça nous sort de notre studio habituel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours? Qui vous êtes d'abord pour commencer? Pourquoi est-ce qu'on vous a choisi? Comment est-ce qu'on est venu à vous? Qui vous êtes, Michel Lemarec? Alors, en l'occurrence, si vous m'avez contacté, c'est parce que je suis aujourd'hui président d'une association qui s'appelle le Contact. C'est une association nationale qui a des antennes, des associations dans de nombreux départements, une vingtaine de départements en France. Contact a été créé il y a 30 ans, puisque nous fêtons en 2023 les 30 ans d'association. Elle a été créée à l'origine par des parents d'homosexuels. L'objectif était de permettre à des parents qui avaient du mal à accepter l'homosexualité de leur enfant de pouvoir échanger avec d'autres parents et de pouvoir partager leurs doutes, leur incompréhension, leur inquiétude, et par le partage des témoignages, de pouvoir avancer sur le chemin de l'acceptation et du soutien de leur enfant. Donc, ayant commencé sur les thématiques de l'orientation sexuelle, donc l'homosexualité, la bisexualité, depuis quelques années aussi, nous échangeons sur les thèmes de l'identité de genre. Cela nous le faisons donc à travers ce qu'on appelle des groupes d'écoute et de parole. Donc des personnes se réunissent, des personnes LGBT, leurs parents, leurs proches, pour donc échanger, comme je le disais, sur ces thématiques. Ce que nous proposons aussi, c'est une ligne téléphonique nationale, anonyme et gratuite, qui permet à des personnes aussi d'échanger sans avoir à se déplacer dans les réunions, pour peu qu'elles soient éloignées de leur lieu d'habitation ou parce qu'elles n'osent pas effectivement se déplacer. Nous intervenons aussi dans les établissements scolaires, collèges et lycées, pour parler des discriminations et plus principalement des LGBT-phobies avec des jeunes. Voilà, je dirais nos principales actions. En lien avec le récit de notre histoire, la parole de Michel sera importante.
pour évoquer la vie lambda d'un homosexuel au pied du mur de tous ces bouleversements. Un documentaire inédit. Bienvenue dans Must, du paragraphe 175 à la liberté. L'homosexualité n'ayant jamais été une tendance ou même un fléau, il en va de soi qu'être attiré par un homme ou une femme, peu importe son sexe, existe depuis la création du monde. Mais puisque l'on parle de la création de celui-ci, intéressons-nous à l'un des écrits les plus anciens qui se lit encore, l'Ancien Testament. La partie la plus vaste de la Bible et la plus ancienne puisqu'elle a été rédigée entre le 8e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Nous n'avons pas vraiment ouvert les pages du livre christianique. En effet, Jésus-Christ n'était pas encore arrivé sur terre. Le catholicisme n'existait pas encore, c'est donc dans le Lévitique qui évoque pour la première et seule fois l'acte homosexuel. En 2 phrases, l'écrit sacré pose les choses. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, tous deux commettent une abomination. Ils seront mis à mort, leur sang retombera sur eux. Il est ici en réalité question de l'homosexualité en tant qu'acte sexuel, en l'occurrence la sodomie qui est totalement proscrite par les hautes institutions religieuses, juives comme catholiques. La sodomie est tout aussi proscrite que l'acte sexuel avant le mariage. Alors si l'acte sexuel est totalement banni par la religion, comment se comportait la société homosexuelle de l'époque ? Pendant l'Antiquité, l'homosexualité était visiblement monnaie courante. Évidemment, il en va de soi que le terme homosexuel en lui-même n'existait pas, peut-être par ailleurs parce que ces relations dites différentes étaient déjà la normalité de l'époque. Des hommes aimaient des femmes au même titre que des femmes entre elles ou des hommes entre eux. Une situation presque plus moderne que notre monde d'aujourd'hui finalement. L'histoire retiendra de nombreuses personnalités ouvertement homosexuelles, comme Achille, héros de l'Iliade, ou Alexandre le Grand, un des grands rois de l'Antiquité. Rappelons que nous sommes toujours loin dans l'histoire. Là, nous sommes en 323 avant Jésus-Christ, précisément à la mort du roi Alexandre le Grand. Le monde passe à l'an 1 avant la naissance de Jésus-Christ, comme origine de ce nouveau millénaire. Cependant, dans toute sa vie physiquement vécue sur Terre, celui-ci n'évoquera jamais l'homosexualité, ni dans ses paroles, ni dans ses écrits rapportés dans la Bible. Après des siècles et des siècles d'indifférence concernant l'homosexualité, au même titre que l'hétérosexualité, le vent commence à tourner. Nous sommes en 693, en plein milieu de ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge. À cette époque, il ne reste plus rien de l'Empire romain qui s'est effondré plus de 200 ans avant, en Occident, laissant ainsi place aux Mérovingiens et prolongeant le christianisme déjà engagé par les Romains. À l'époque, comme pendant l'Antiquité, les relations homosexuelles sont une partie de la banalité et font partie de l'atmosphère ambiante, même si les répressions commencent. On commence alors à réprimer la sodomie homosexuelle, parfois au même titre que la bestialité, mieux connue sous le nom de la zoophilie. Et oui, l'homosexualité était reconnue comme un délit similaire à la zoophilie, et de la même manière punie de la même façon, celle-ci étant la castration. Néanmoins, il règne une certaine hypocrisie à cette époque. L'homosexualité et l'acte sexuel veulent être proscrits par les hauts dirigeants wisigoths, ainsi que par les catholiques. Mais en réalité, bon nombre de personnalités connues le sont pour leur homosexualité plus ou moins cachée. Le roi d'Angleterre Richard Ier par exemple, plus connu sous le nom de Richard Cœur de Lion. Son règne a débuté au XIIe siècle, il était homosexuel. Proche de Philippe Auguste à l'époque, leur relation a souvent été caractérisée comme ambiguë entre guillemets,
avant qu'un historien du nom de John Harvey dise les choses en 1948 seulement et affirme que la relation qu'entretenaient les deux hommes était une liaison amoureuse. Mais ce détail de sa vie fait encore aujourd'hui grandement débat. Et aujourd'hui encore, les historiens anglais s'échappent sur l'identité sexuelle du roi britannique. Était-il hétérosexuel? Était-il homosexuel? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais ce débat révèle bien comment ce sujet de société mène à une époque qui date d'il y a presque 1000 ans et qui fait encore débat aujourd'hui. Vous l'avez compris, la tolérance envers l'homosexualité est un petit peu à double vitesse. On condamne les plus pauvres, mais on protège les plus riches, et ce n'est pas monsieur, le frère du roi, qui nous dira le contraire. Qu'es-tu venu faire ici? Ils auraient pu te tuer. Possible. Possible. Tu te surpasses, mon cher frère. Toi et moi, on n'a jamais été aussi isolés que maintenant. Il faut qu'on s'en aille. Je n'aurai pas l'occasion de te le redire, alors je veux que tu m'écoutes. Les loups vont revenir et ils seront plus nombreux. Je vais bientôt faire sortir notre nation de l'ombre pour la faire apparaître au grand jour. C'est ici que nous devons bâtir notre destin, faire naître une nouvelle France. Et ce palais sera son berceau. Quel palais? Celui-là. Le pavillon de chasse de notre père. Versailles. Nous sommes à quelques mètres de deux personnages emblématiques de l'histoire de France. Le plus en avant d'entre eux, c'est le grand Louis XIV. Enfin, le grand, pas encore vraiment à l'époque, mais cela ne fait rien, car c'est son interlocuteur qui nous intéresse, son frère, Philippe d'Orléans, actuellement marié à la belle Henriette d'Angleterre. N'allez pas croire ici que ce premier mariage est un mariage d'amour, car à l'époque, peu d'entre eux sont célébrés pour unir les cœurs de deux personnes. Surtout quand on sait que Henriette n'est autre qu'une des favorites de Louis XIV, et encore plus quand on connaît son mari officiel. Philippe, duc d'Orléans, est certainement l'homme homosexuel le plus connu de l'histoire. J'ai cru que je t'avais perdu pour toujours. Je me faisais du souci. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Nos bagages? Tu ne pensais quand même pas rester ici une seconde de plus. On vient d'essayer de tuer le roi. D'après toi, qui est le suivant? Mais ouvre les yeux. Quand tout va s'effondrer, il n'y aura plus que toi. Et que ferais-tu si cela arrivait? Si tu avais tout ce pouvoir? Que ferais-tu, là, maintenant? Tu nous obligerais à rester ici? À croupir dans ces marécages? Mon Dieu, non! Toi, tu ferais de Paris la capitale du monde! Et on irait y dîner et danser tous les soirs. Ton frère n'a plus aucun sens de la mesure. On dirait qu'il a perdu la raison. Oh non, mais quel crétin! Pourquoi cette gifle? On voudrait me dominer? Tu ne devrais pas parler de mon frère comme ça. Tu me connais maintenant, mignonnet. Tu sais que je n'ai pas l'habitude de mâcher mes mots. Dans cette société solidement catholique, Philippe d'Orléans, comme de nombreux notables homosexuels connus de l'époque, sont protégés par la cour, tandis que le clergé continue d'éduquer la société aux bonnes mœurs. Vous connaissez vos cours d'histoire et les différentes classes sociales qui rythment la France à cette époque, le tiers-état qui correspond à 99% du royaume de France et le clergé et la noblesse qui peinent à eux deux à réunir le pourcent restant. Des classes sociales divisées par l'argent, par la qualité de vie et aussi par le sexe. En effet, pendant qu'on doit rester tranquille dans les familles où seul l'acte sexuel doit être réalisé uniquement pour la procréation, à Versailles, il en est tout autre.
J'ai invité quelques connaissances pour prier et les choses ont dérapé. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons faire moins de bruit. Vous avez pris ça comme une plaisanterie? Vous avez fait de moi un roi. J'ai le droit de faire ce que bon me semble dans mes appartements. Vous ne pouvez pas réglementer ce qui se passe derrière les portes closes. Le roi n'appréciera pas cette marque de mépris, sachez-le. Il comprendra. Je le connais depuis bien plus longtemps que vous. Derrière les murs du château de Versailles, on s'amuse, et le mot est faible. Tromperie, amourette, adultère, partie fine et même orgie, rien n'arrête la cour du roi Louis XIV, et particulièrement son frère, de nombreuses fois à l'origine des excès les plus scandaleux de la cour. Quoi qu'il en soit, il est un symbole de liberté face à la cour entière qui connaît ses petites affaires, bien qu'il fût marié de force par son frère à 2 femmes. Et on soupçonnerait même, accrochez-vous, la première femme décédée à l'âge de 25 ans d'avoir été empoisonnée par un des amants de Philippe. Mais tout ça n'est qu'histoire secrète. L'homosexualité n'est donc pas taboue dans l'histoire, mais elle reste controversée, notamment par les plus grands philosophes des Lumières. Nous sommes en plein XVIIIe siècle, et la tolérance s'apprête à prendre un coup en pleine face. Quelques-uns des plus grands philosophes des Lumières, qui s'opposent farouchement au dire de l'Église concernant l'obscurantisme, invitent les gens à enfin penser par eux-mêmes et réfléchir aux choses de la vie. Mais c'était sans compter sur des philosophes comme Voltaire, qui vont se pencher sur l'homosexualité pour la décrire comme un attentat infâme contre la nature, ainsi qu'une abomination dégoûtante. Bien que Voltaire ne soit pas un grand partisan LGBT, on l'aura compris, la France s'apprête à vivre un événement fort et déterminant dans son histoire, mais aussi dans celle des droits pour l'homosexualité. Encore. Concentre-toi, merdeux. Qu'est-ce qui se passe dehors? Les citoyens s'agitent. Tends bien l'oreille, la chance pourrait venir frapper à notre porte. Nous sommes actuellement enfermés au sein d'une des prisons les plus connues de France, pour sa dureté notamment, et aussi pour sa représentation si symbolique d'un pouvoir inégalitaire, avec un B majuscule, c'est la Bastille, et ce jour-là, les prisonniers du lieu vont vivre une journée historique. C'était un coup de canon. Parfois la chance frappe en faisant exactement le même bruit. Protégez les prisonniers. Fais comme moi. Prisonniers, debout contre le mur. Vous avez bien dit que ça finirait mal. Silence, en arrière. Prisonniers, debout contre le mur. Bon, il est temps de sortir de ce trou. Vous là-bas. Allez, merdeux. Par ici. Mais tirez, bon sang. Retenez les prisonniers. La Révolution française. Voilà un grand pan de l'histoire que nous aurons peut-être plaisir à vous raconter dans un autre épisode de Must, mais quelque chose que vous savez peut-être moins, c'est que c'est la Révolution française qui a marqué le premier grand tournant de l'histoire de l'homosexualité en France et de ses droits. En 1791 est écrit le tout premier code pénal en France, adopté par l'Assemblée nationale législative. Et à l'époque, elle se charge d'appliquer les peines, et parmi elles ne figure plus l'homosexualité ou la sodomie. Autrement dit, être homosexuel en France après la mort du roi Louis XVI n'est plus un crime, et cette avancée est absolument exceptionnelle. La France est d'ailleurs la première du monde à la signer. Elle sera par ailleurs assez avant-gardiste sur ce sujet, puisque de nombreux pays voisins comme la Belgique, l'Espagne et l'Italie rejoindront la France sur la décriminalisation de l'homosexualité quelques années plus tard. Il n'en reste pas moins que l'homosexualité reste considérée comme un fléau, et nombre d'homosexuels, s'ils ne sont pas condamnés pour homosexualité, le sont pour outrage aux mœurs. Beaucoup de moyens restent déployés bien malheureusement pour faire tomber des femmes et des hommes qui n'ont rien demandé.
Nous sommes désormais à la fin du XIXe siècle, presque 100 ans après la dépénalisation de l'homosexualité, et dans un siècle marqué par la naissance de très grandes œuvres littéraires, jouant de plus en plus avec les mœurs. Madame Bovary notamment, mais pas que, puisque la comédie humaine du grand Balzac offrira même à la littérature française son premier personnage homosexuel. D'ailleurs, de nombreux auteurs ne vont plus cacher leur tendance à leurs amours, comme Paul Verlaine et Arthur Rimbaud, qui ont vécu ensemble une vraie histoire passionnée, ou encore Oscar Wilde, qui aura eu moins de chance en se retrouvant condamné à 2 ans de travaux forcés outre-Manche pour cause de sodomie. C'est aussi à cette période de la fin du siècle que le terme homosexualité apparaît pour la toute première fois, en amenant avec cela tous les questionnements relatifs à la sexualité. Jusqu'ici, homosexualité se confondait en définition avec la sodomie. À cette époque, l'un des pays les plus ouverts d'esprit sur le sujet est notre voisin allemand, bien que la loi ne soit toujours pas du bon côté. La société accepte jusqu'à l'entre-deux-guerres les homosexuels, et on y trouve même le tout premier mouvement homosexuel qu'on peut qualifier de naissance des mouvements LGBTQ+. Mais vous le savez, ce ciel bleu en Europe s'apprête à s'assombrir par un événement historique sans précédent et sur lequel nous allons nous arrêter pour notre premier chapitre. Les membres du nouveau ministère à la tête duquel Adolf Hitler a été désigné se réunissent pour la première fois à l'hôtel Kaiserhof. Notre premier chapitre de Must de ce soir nous emmène le 30 janvier 1933. Alors qu'après de très nombreuses années dans l'ombre de son parti ultranationaliste, le NSDAP, Adolf Hitler accède au pouvoir dans une Europe terriblement tendue du fait de la sévère crise économique et dans une Allemagne en proie à l'antisémitisme généré en grande pompe par le parti d'Hitler qui conquit le peuple. Un air de vengeance souffle sur l'Allemagne depuis la déculottée monumentale du traité de Versailles en 1919. Je rappelle les faits à cette époque. En sortie de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne fut reconnue coupable de cette guerre et condamnée à laisser l'Alsace et la Lorraine à la France, représentant un peu plus de 68 000 km² à son ennemi, mais c'est pas tout, le corridor de Danzig qui donne accès à la mer pour la Pologne, mais aussi une lourde amende financière et militaire, bref, l'Allemagne perd beaucoup. Et depuis cette humiliation, Hitler n'aspire qu'à une seule chose, la revanche. Et 20 ans plus tard, c'est le début d'une des pires histoires du monde moderne. Le 1er septembre 1939, le Führer lance les hostilités en attaquant la Pologne sur son sol. En à peine 3 jours, le jeu des alliances et des promesses se met en place et donne lieu à ce qu'on appellera la Seconde Guerre mondiale, tout simplement. Le deuxième plus gros conflit planétaire opposant d'un côté l'axe Rome-Tokyo-Berlin, représentant fascisme, nazisme, fait face aux alliés, dont les principaux protagonistes se composent de la Pologne, fraîchement attaquée, de la France et du Royaume-Uni qui seront rejoints plus tard par les États-Unis, entre autres. C'est ainsi que le 3 septembre 1939, après 3 jours de menaces, Édouard Daladier déclare officiellement la guerre à l'Allemagne nazie. Françaises et Français, nous faisons la guerre parce qu'on nous l'a imposée. Sur le sol de France, sur cette terre de liberté, où le respect de la dignité humaine trouve un de ces derniers refuges, vous associerez tous vos efforts pour le salut de la patrie. Vive la France! La mobilisation générale est décrétée dans tout le pays, et tous les hommes sont appelés à partir en direction du front, et ce pendant quasiment 6 ans. Cette guerre a été terrible en tout point. Civils tués, militaires envoyés face à la mort,
ou encore déportation. Rien ne fut paisible. Chaque minute de cette guerre fut terrible. On comptabilise aujourd'hui entre 60 et 70 millions de tués, soit 2,5% de la population mondiale de l'époque, ou tout simplement l'actuel nombre d'habitants résidant en France à l'instant où je vous parle. Tout cela fait particulièrement froid dans le dos, mais le pire, c'est qu'Adolf Hitler avait presque tout prévu. Durant les années folles, homosexuels et lesbiennes se retrouvaient dans les grandes capitales européennes, dans des bars, des cabarets tels l'Eldorado à Berlin, mais aussi dans de grands bals travestis comme celui de Magic City à Paris. L'arrivée des nazis au pouvoir allait porter un coup fatal à cet espoir d'émancipation. Le positionnement du NSDAP, le parti nazi, sur l'homosexualité était resté longtemps ambigu. Le régime nazi usait d'une esthétique homoérotique. Les organisations nazies telles que la SA, la SS, les jeunesses hitlériennes valorisaient l'amitié entre hommes. Et Ernst Röhm, le chef de la SA, était lui-même un homosexuel notoire. Néanmoins, dans la perspective nazie, l'homosexuel n'avait pas de valeur sociale. Il devait être mis au pas, guéri, rééduqué, sinon éliminé. Dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les revues homosexuelles furent interdites, les clubs fermés, les mouvements homosexuels dissous. Les premières cibles du régime furent les prostituées, les travestis, les corrupteurs de la jeunesse et les récidivistes. La nuit des longs couteaux, en juin 1934, avec l'élimination de Röhm, marqua un renforcement de la répression. En effet, dès 1933 et son entrée en fonction, Adolf Hitler interdit toute organisation homosexuelle dans le pays et donne la couleur de la façon dont il compte diriger l'Allemagne. Hitler commence peu à peu à écarter de la société ceux qu'il estime comme indésirables. Les homosexuels donc, les juifs aussi, avec les lois de Nuremberg, mais aussi les oppositions politiques dérangeantes, les handicapés et bien d'autres encore. Ces actions ne promettent rien de bon, et les homosexuels vont en faire sûrement les frais, comme beaucoup d'autres minorités à l'époque. Entre 1933, la création du Troisième Reich, et 1945, la fin de la guerre, on estime que 100 000 hommes ont été fichés comme homosexuels en Allemagne. Dans ces 100 000 hommes, la moitié a véritablement reçu une condamnation pour homosexualité, puisqu'ils ont enfreint le paragraphe 175 du Code pénal allemand en réalisant une relation jugée contre nature. Parmi ces condamnés, certains ont été renvoyés en prison, et on estime à 5 ou 10 000 le nombre d'homosexuels qui ont été déportés dans des camps de concentration. Ma chère Maëva, nous allons nous mettre en situation si tu le veux bien. Nous sommes en 1942 sur le sol français. Je suis homosexuel, j'ai une relation sexuelle avec un autre garçon. De l'ordre donc de la sodomie, qu'est-ce que je risque très précisément? Et dans quel cas? Eh bien Aurel, on l'a dit tout à l'heure, mais tu es dans la plus pure illégalité, puisque tu as enfreint une des lignes écrites du Code pénal allemand de 1871 et aggravée par les Boches en 1935, dont voici les termes exacts. Un homme qui s'adonne à la débauche avec un autre homme ou qui accepte de s'y adonner sera condamné à une peine d'emprisonnement. Étant donné que tu as moins de 21 ans et que tu es encore mineur, la loi peut s'avérer clémente et abandonner toutes les charges contre toi. Mais dans le cas inverse, ce sera une peine de prison qui t'attend, ou le camp de concentration. En revanche, si tu as plus de 21 ans et que tu le fais avec un homme de 20 ans par exemple, tu seras rapidement condamné pour corruption de mineurs, là où cette loi se rapporte à seulement 13 ans pour les hétérosexuels, une première grande différence donc pour les gays, et ce n'est que le début. Il y eut cependant 2 cas assez particuliers dans toute cette guerre. 2 hommes ont eu des relations sexuelles avec des soldats allemands. On ne parle plus seulement d'homosexualité, mais aussi d'atteinte à la sûreté de l'armée allemande. Et comme dans de nombreux cas, c'est la déportation d'ailleurs. Ces 2 hommes seront les seuls déportés pour ce cas précis au départ de la France de Vichy. Ces 2 hommes allemands sont victimes du paragraphe 175, mais précisons tout de même que la France n'est pas soumise à ce dernier, bien que toutes les raisons autres soient bonnes pour faire condamner et déporter les homosexuels.
un emprisonnement ou une déportation. C'est aussi votre nom qui devient un matricule, on se souvient de celui de Simone Veil, 78 651, mais c'est aussi un symbole, l'étoile jaune pour les juifs. Pour les fichés homosexuels, leur signe distinctif choisi est le triangle rose, Rosa Winkel, dit en allemand. Cette marque était le symbole de la persécution et de la douleur des homosexuels. Ils étaient marqués de leur sexualité, jugés par tous comme sales, impurs. Le Troisième Reich fait donc de l'homosexualité une honte, et ceux qui le sont n'ont d'autre choix que de le cacher pour survivre. Alors aujourd'hui, il reste très peu de témoins de cette époque, de la guerre, des camps de concentration et des homosexuels du Triangle Rose, et d'ailleurs le peu de témoignages d'homosexuels de l'époque est arrivé tardivement, seulement vers les années 70 pour le peu de gens qui ont témoigné. Les camps de concentration, l'endroit de la honte du Troisième Reich, endroit par lequel sont passés près de 600 000 personnes, toutes raisons confondues. Et c'est notamment le cas de Rudolf Brazda. On le conduit vers son baraquement qui sera le numéro 2. Là, il coudra sur son uniforme et son matricule, le 7952, et le triangle rose, qui est donc le signe distinctif des personnes déportées spécifiquement pour homosexualité. À Buchenwald, il va passer par une phase disciplinaire qui est réservée à quasiment tous les prisonniers, qui consiste à faire quelques semaines à la carrière, pour bien leur faire comprendre où ils sont arrivés et ce que signifie la discipline. Rudolf Brazda est un Allemand né en 1913, il est homosexuel et va en faire les frais presque toute sa vie durant. Dans ces extraits datant d'une émission de 2011, quelques mois avant la mort de Brazda, vous entendez l'auteur Jean-Luc Schwab qui s'est intéressé de très très près à la vie de l'ancien déporté pour homosexualité. Rudolf, pour rappel, est couvreur de profession et au début de l'année 43, il est affecté au commando Bauhof, c'est-à-dire bâtiment et entretien. S'il avait été plus jeune et sans qualification ou encore plus âgé, peut-être que son sort aurait été différent. Il s'en est certainement mieux tiré que d'autres. D'autres qui ont été également utilisés pour des expériences pseudo-scientifiques ou pseudo-médicales par les médecins du camp, par exemple. L'infâme Dr Vernet, qui était un Danois, avait mis en place des traitements hormonaux en vue d'arriver à une inversion de polarité sexuelle, comme on disait, donc de faire passer un homo, le faire passer hétéro. En 1937, avant le début de la guerre, Rudolf Brazda va faire une première triste expérience de son époque, puisqu'il va être condamné à 6 mois de prison au motif de débauche contre nature. À sa sortie de prison, impossible pour lui de reprendre une vie tout à fait normale, puisqu'il sera presque banni du pays et envoyé en Tchécoslovaquie jusqu'à ses prochaines mésaventures avec le Troisième Reich. En 1942, et après un énième passage en prison pour les raisons que nous connaissons déjà, Rudolf va partir en camp de concentration pour motif de récidive à l'infraction du fameux paragraphe 175. Il sera donc amené dans le camp de Buchenwald, un camp qui détiendra près de 250 000 personnes dont 56 000 ne reviendront pas. Là-bas, Rudolf, comme de nombreux homosexuels, ne sera pas seulement soumis à des travaux forcés, comme le raconte l'historienne Florence Tamagne, qui fut également commissaire d'exposition sur les homosexuels au Mémorial de la Shoah à Paris. Écoutez. Dans les camps, les triangles roses durent affronter des conditions de détention inhumaines. Ils étaient fréquemment assignés à la compagnie disciplinaire et aux tâches les plus difficiles, comme par exemple à la briqueterie à Sachsenhausen. Certains furent castrés, d'autres soumis à des expériences médicales, certains jugés guéris furent relâchés et incorporés dans la Wehrmacht. Voilà ce qu'il en est pour les hommes. Mais qu'en est-il pour les lesbiennes ? Sont-elles en proie au même sort que celui réservé aux hommes ? Là aussi, Florence Tamagne nous donne quelques éléments de réponse plutôt intéressants. Les lesbiennes échappèrent dans l'ensemble à la répression, à condition de rester discrètes et de se conformer aux normes de genre en vigueur. Certaines furent néanmoins arrêtées et déportées sous d'autres prétextes, comme asociales et communistes. En Autriche, où le lesbianisme était puni par la loi, on vit une forte hausse des condamnations. Ce n'est qu'à la faveur du mouvement gay et lesbien des années 70 que le sort des homosexuels sous le régime nazi commença à être débattu. En somme, même si les femmes sont un peu avantagées, l'écart n'est pas non plus énorme et la finalité pour les femmes, comme pour les hommes, est que, comme beaucoup de minorités à l'époque, la meilleure solution pour pallier l'homosexualité, c'est de la cacher. C'est ainsi que pendant plus d'une dizaine d'années, les hommes et les femmes homosexuels vont vivre un calvaire, que ce soit dans les camps de concentration, en prison
ou même libre, si on peut réellement utiliser ce mot. En 1945, cette insupportable guerre prend fin et les Alliés commencent peu à peu à épurer le nazisme allemand. Tout en avançant, ils vont aussi faire l'effroyable découverte des camps de concentration et d'extermination. Un horrible spectacle se déroule alors sous les yeux de ceux qui vont ouvrir les camps. À Belzec, 65 000 détenus, dont 28 000 femmes et enfants, étaient encore vivants à l'arrivée des Alliés. Tous les geôliers n'ont pas pu fuir. Leur chef, le bourreau Kramer, est aujourd'hui prisonnier. Celui-là paiera. Ses aides, arrêtés avec lui, paieront aussi. Les femmes comme les hommes, car il y avait des femmes, femelles plus sordides et plus féroces encore que les mâles. Des corps amaigris, qui ne sont supportés qu'à peine par les os du corps humain. Des cadavres qui jonchent tout le camp. Les camps dits de la mort n'ont évidemment pas abrité que des homosexuels, mais bien d'autres persécutés que vont découvrir les Français dans un document effroyable intitulé « Les camps de la mort » et diffusé dès juin 1945. Puisque les images et les extraits sont toujours plus parlants, nous avons décidé avec Maëva de vous diffuser une grande partie de ce documentaire assez insoutenable, puisque la réalité, pendant cette guerre, elle a dépassé la pire des fictions. Vous entendrez notamment parler de Buchenwald, le camp tristement visité par Rudolf Brasda, mais aussi le camp de Dachau. Attention, certains passages peuvent être particulièrement durs à écouter. C'est le visage crispé qu'il a visité ce camp où les nazis avaient organisé une usine de torture. Combien sont-ils ici à avoir connu la schlag, les coups de trick, les brûlures de cigares, la famine? Combien sont morts assassinés? Des milliers d'hommes se sont succédés ici. Il en mourait tous les jours. De nouvelles fournées comblaient les vies. Il y avait en Europe tant de gens qui devaient mourir pour la grandeur du Reich allemand. On mourait là de misère, de fatigue, de brutalité et de faim. Les cadavres s'étalaient, vidés de toute leur substance humaine. Ils iraient de ces dépôts de mort nourrir les bûchers et les fosses communes. Dans cette effroyable promiscuité, des hommes continuaient à vivre. Des hommes au regard de bêtes ou au regard de fous. Il y avait peut-être parmi toutes ces ombres un savant, un génie. Voilà ce que les Allemands en ont fait. Dachau tient avec Buchenwald la tête de ce palmarès de mort. C'était un beau camp établi avant la guerre pour les anti-nazis, un beau camp pour lequel les nazis avaient prévu un long avenir. L'avenir de ces détenus était, lui, strictement limité. Des fossés qui traversent le camp, on retirait chaque jour des cadavres, ceux qui précipitaient la haine des nazis ou tout simplement le désespoir. Il y avait à Dachau des milliers de femmes, au milieu d'une foule qui atteignait à certains moments le chiffre de 60 000. Foule en perpétuel renouvellement, les morts remplacés sans arrêt par de nouveaux vivants. Leur sort était aussi effroyable que celui des hommes. Certaines d'entre elles servaient de cobayes aux expériences des docteurs allemands, sans anesthésie bien entendu. L'une servait aux expériences de fécondation artificielle. À l'autre, on faisait en une seule semaine 5 prélèvements de moelle épinière. D'autres étaient le sujet d'études sur l'intensité des brûlures au phosphore. Le sadisme scientifique le plus effroyable se donnait libre cours. Les cadavres squelettiques sont assez. Les prisonnières étaient chargées de leur ôter les vêtements qu'ils portaient et qui serviraient pour les prochains arrivages. Les fours crématoires ne chômaient ni jour ni nuit, et le cycle recommençait avec l'habillage des nouveaux arrivés. À Dachau, on faisait de la mort à la chaîne. Voici Buchenwald. C'est un nom qui veut dire poétiquement bois de hêtre. C'est de ce bois qu'on fait les potences en Allemagne. La commission d'enquête nommée par le Parlement britannique a visité ce camp lors de sa libération. Elle y a trouvé les traces d'un crime immense. Étalé sur 200 hectares, Buchenwald comptait 65 baraques destinées à contenir 18 000 détenus. On y en entassa jusqu'à 86 000. Dans cet enfer que n'avait pas prévu Dante, 5 000 détenus mouraient chaque mois. 5 000 par mois, un toutes les 10 minutes. L'industrie de mort fonctionnait à plein. On mourait sous la schlag. On mourait pendu. On mourait assommé. Les fours crématoires, brûlant jour et nuit, ne pouvaient pas suffire au rythme de la mort.
L'essentiel, c'était qu'on mourût. Il y avait les pelotons d'exécution. Il y avait les injections d'essence qui durcissent les artères. Et 50 000 juifs furent ainsi piqués dès leur arrivée. Il y avait aussi les chiens, et puis les lance-flammes. C'était un camp perfectionné. L'usine broyait. Les SS s'amusaient. La femme du chef de camp aimait les tatouages originaux. Malheur à celui qui en portait. Il était abattu aussitôt, et sa peau tannée servait à faire un nouvel abat-jour. Au rythme de 300 cadavres par jour, les fours crématoires ne suffisaient pas. Les cadavres s'accumulaient. En attendant que de nouvelles fosses soient ouvertes, on les emmagasinait. Les camps de la honte portent plus que jamais bien leur nom. Les Français découvrent avec effroi ce que sont devenus ceux qu'on a appelés les absents. Ils étaient partis, emmenés par un train, et beaucoup d'entre eux ne reviendront jamais. Ces images particulièrement insupportables, il est important de les regarder. C'est notre devoir de mémoire qui est en jeu. Et nous vous invitons à aller voir ce reportage dans sa version longue sur le site de l'INA. Alors voilà, la guerre est finie, mais qu'a-t-elle laissé derrière elle ? Indiscutablement, beaucoup de dégâts, beaucoup de morts, beaucoup de blessés, et une information capitale puisqu'on estime que chaque famille en France a perdu au moins un de ses membres, militaires ou civils, dans ces atrocités. Et pourtant, la parole des victimes sera véritablement minimisée, voire étouffée pour laisser place à celle des héros. En très grande minorité pourtant, les résistants passent devant tout le monde, alors que les prisonniers de la guerre vont devoir faire preuve de patience, encore une fois, pour être entendus. Vous savez, je crois que quand on est rentré, on ne s'est pas posé de questions. On est rentré, c'était déjà un miracle d'être là, et une grande difficulté de vivre, de survivre chaque jour. On a presque dû réapprendre à lire, à penser. On ne savait plus rien faire. Les premiers jours du retour, on ne pouvait même pas coucher dans un lit normal, on ne pouvait pas avoir un comportement normal. Donc la vie a repris petit à petit, et d'ailleurs forcément différente, puisque pour moi Nice c'était fini, mes parents n'y étaient plus, il y avait plus rien. Donc je me suis retrouvée à Paris. Une de mes sœurs était rentrée avec moi, très très malade pendant plusieurs mois. L'autre sœur avait été déportée aussi, était rentrée avant nous. Elle était à Ravensbrück. Le reste de la famille, ma mère était morte quand nous étions avec elle à Bergen-Belsen. Et mon père et mon frère, on les a attendus quelques semaines. En même temps, on les attendait et on n'osait pas les attendre parce que on savait très bien comment étaient les camps et que nous ne faisions guère d'illusions. Mais on n'a pas bâti de projet. On était tout à fait incapables de réfléchir et de faire autre chose que de se dire comment est-ce qu'on va vivre et comment on va pouvoir assumer l'existence, simplement, parce que tout était devenu autre, différent, et qu'on se sentait venu d'ailleurs, et à la limite n'ayant plus notre place dans la vie normale. Nous sommes partis faire un rapide tour le 25 juin 1988. Le journaliste et animateur Henri Charpentier accueille sur son divan une personnalité politique de premier plan, Simone Veil. Celle-ci raconte avec la plus grande honnêteté qu'on lui reconnaît le retour des camps, le retour des absents. Mais comment réapprendre à vivre après Hitler ? Les juifs, les personnes en situation de handicap, les opposants politiques, mais aussi et surtout les homosexuels et les lesbiennes, vont revenir dans leur pays après avoir vécu l'innommable. Mais comment parler, comment vivre après tout cela ? Et comment les homosexuels vont être reçus dans la France de l'après-guerre ? C'est tout l'objet de notre second chapitre de Must. Reprenons notre histoire un petit peu avant la fin de la guerre, précisément le 9 février 1945. À cette époque, le vent avait déjà tourné puisque le régime de Vichy instauré par Pétain avait, permettez-moi l'expression, déserté depuis l'an passé, laissant place au GPFR, le gouvernement provisoire de la République française, proclamé 3 jours avant
le débarquement de Normandie. C'est sous ce gouvernement provisoire dirigé par Charles de Gaulle que les homosexuels pensaient récupérer des droits. Mais il n'en est rien. Jusqu'ici, Vichy n'envoyait pas les homosexuels à la mort. Mais, comme le Reich proclamait une politique de familles nombreuses et de sexe uniquement à but procréatif, autrement dit, les couples sans enfants et les homosexuels n'étaient pas considérés, voire considérés comme indésirables, presque ennemis du régime. Lorsque le GPFR va remplacer le régime de Vichy et les lois qui s'en accompagnaient jusque-là, ils vont faire une exception, faisant effet de douche froide pour les homosexuels le 8 février 1945. L'acte de l'autorité de fait dit LO numéro 744 du 6 août 1910, modifiant l'article 334 du Code pénal. Alors, si je vous dis ça comme ça ne vous dit pas grand-chose. En réalité, ça a réprimé les actes homosexuels dont serait victime un mineur de 21 ans. Vous le savez, la majorité est à 21 ans, pas à 18 à cette époque. Cette avancée légale protège surtout les victimes de pédophilie homosexuelle, à l'âge où la majorité est toujours de 21 ans, rappelons-le, mais cela veut aussi dire que les actes homosexuels sont toujours considérés comme contre nature ou atteinte aux bonnes mœurs. Et ajoutez à cela que la majorité sexuelle passe de 15 ans pour un acte hétérosexuel, mais reste à 21 ans pour un homosexuel, générant ainsi une continuité des discriminations même après Vichy. L'homme avec un petit h devient celui qui en a un grand à la fin de la guerre. Dans une société déjà très régie par le patriarcat, les hommes reviennent de 39-45 en héros de la patrie, et encore une fois, les minorités ne sont bonnes qu'à s'écraser, et leurs paroles sont complètement étouffées. Alors, puisque l'homme est devant tout et tout le monde, tentons de décrire qui est l'homme de 1950. Il y en a qui écrivent clairement, ce que je veux, c'est une femme qui est parfaite sur tous les registres, mais en plus qui est une salope. Il y en a qui écrivent ça. Bon, qui est une salope au sens que pour moi, bien sûr, parce que la plupart de ces garçons, même, on ne peut pas dire quasiment 100%, veulent une femme qui soit fidèle. Voilà. Eux-mêmes disent d'ailleurs que eux, par contre, ils ne sont pas fidèles et que ça c'est normal, parce que les garçons, toujours tout est renvoyé du côté du biologique. Hein. Voilà, il y a cette idée que les garçons ont des pulsions irrépressibles et que donc ils peuvent pas contrôler leur pulsion sexuelle et que donc voilà, ils ont le droit d'être infidèles. Bon, pas trop, hein, parce que c'est pas raisonnable, mais que voilà, et les femmes doivent leur pardonner. Et les filles elles-mêmes d'ailleurs pensent ça. On le voit dans la presse adolescente féminine, comme Mademoiselle Aschtendre. Les filles disent bah oui, les garçons ont besoin de plus flirter, les garçons ont besoin de plus coucher. C'est normal, c'est dans leur nature. Voilà. À cette période, la France est en pleine effervescence. Après 4 ans d'occupation en Allemagne avec les autres alliés, elle se sert de ces prisonniers allemands qui sont contraints à l'exercice de la reconstruction des monuments et des villes que les Boches ont détruits avec des raids aériens ou des explosions. C'est aussi une époque de forte croissance économique qu'on appellera un peu plus tard les fameuses 30 Glorieuses. Vous l'avez donc compris, l'homme rentrant de la guerre est un héros, d'où découle toute puissance économique et militaire. Et il est difficile de se frayer un chemin face à lui. Qu'est-ce que c'est qu'une femme pour vous? Louis, 15 ans et demi, en 3e au lycée Champollion à Grenoble. Ça peut être la compagne de l'homme dans la vie. Pourquoi ça peut être? Ça pourrait ne pas l'être? C'est un être humain, alors au même titre que l'homme, si elle se marie pas. Pourquoi si elle se marie? Si elle se marie dans les conditions actuelles, qu'elle peut pas être l'égale de l'homme dans le mariage. Pourquoi? Les structures sociales sont faites de telle façon que la femme ne peut pas être l'égale de l'homme. Elle devient quoi alors? Elle est quoi alors à ce moment-là dans le... Elle est une machine à faire des enfants? Pas tout à fait, mais elle est presque la servante de l'homme, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, pas du tout. Ce jeune homme dans les années 50-60 donne un avis brillant par son avant-gardisme et est à l'aube du féminisme, mais vu l'époque, beaucoup d'hommes lui ont certainement rayonné. Tout comme ce journaliste qui ose quand même lui demander si la femme n'est au fond qu'une machine à faire des enfants. Ben voyons. Toujours est-il que dans cette société dirigée par l'homme et son pouvoir sur les femmes, difficile d'exister en tant qu'homosexuel. Mais c'est mal nous connaître que de penser que les homosexuels baissent rapidement les bras, en campagne on se tait, comme depuis longtemps malheureusement, tandis que dans les grandes villes, on commence à se faire entendre. Vous êtes des centaines de milliers, je le sais. Alors quels sont ces hommes qui viennent à votre club? Tous.
tous sans exception. Aussi bien des ouvriers que des hommes d'affaires, des magistrats, des prêtres, des jeunes, des vieux, des provinciaux, des intelligents, des non-intelligents, des beaux, des pas beaux, des riches, des pauvres, tout. En 1954, un philosophe du nom d'André Baudry fonde un groupe et une revue du même nom, Arcadie. Grâce à de nombreux collaborateurs, dont des célébrités homosexuelles comme Jean Cocteau, il offre à la France entière la première revue homosexuelle et crée avec elle la toute première association pour homosexuels en France. Le but était de faire enfin s'élever la voix des homosexuels en parlant amour et affection, et pas seulement sexualité et sodomie, comme jusqu'ici simplement défini de cette manière. À l'époque d'ailleurs, on ne parle pas encore d'homosexualité, mais d'homophilie, avec le mot philie qui a pour représentation l'amitié, l'affection et surtout l'amour. Baudry a aussi la volonté d'aider les homosexuels dans leur solitude et les pousse à avoir une meilleure estime d'eux, cadeau que la société n'a pas le même plaisir à offrir aux gays. Arcadie est le point de départ en France du militantisme LGBT qui fêtera ses 70 ans en 2024. Le groupe comme la revue sont tous deux des succès sous tous les angles. Mais le gouvernement français en vigueur ne voit pas les choses de la même manière. En effet, Arcadie, André Baudry et tous les homosexuels de France sont confrontés à la préfecture de police et son groupe de contrôle des homosexuels. Et c'est ainsi que la revue se fait interdire de vente pour outrage aux bonnes mœurs en 1956. Mais le groupe, lui, reste et demeure. Et alors, à les entendre au fur et à mesure, 10, 15, 20, 50, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. S'il y a tant d'hommes qui vivent ainsi, il faut faire quelque chose pour eux. On l'a donc compris, le gouvernement français n'est pas du côté des homosexuels et le passage aux années 60 ne va rien arranger. 14 juillet, fête nationale. Dans le roulement des chars et le bruit des fanfares, en face de ces 11 000 hommes qui défilaient en masse régulière devant le général de Gaulle et les plus hautes personnalités du pays, une question s'est posée dans les esprits et dans les cœurs. Ce 14 juillet 1960 sera-t-il le dernier de cette période tumultueuse dans laquelle vit la France depuis 20 ans? On peut en tout cas affirmer, les discours du général de Gaulle en Normandie et l'accueil qu'ils ont reçu en témoignent, que la France n'épargne rien pour que la paix réelle revienne, pour qu'il soit mis fin d'abord à cette guerre civile d'outre-Méditerranée, absurde puisque les deux parties acceptent le même principe de l'autodétermination. Nous sommes le 20 juillet 1960 et le journal du soir diffusé en noir et blanc évidemment à la télévision. À cette époque, les infos à la une de ce soir-là sont le défilé du 14 juillet devant le général de Gaulle à Paris, un attentat au Japon ou encore un reportage à propos de John Kennedy. Et pourtant, un événement survenu 2 jours avant à l'Assemblée nationale aurait largement mérité toute l'attention du pays. En effet, l'homosexualité est débattue dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ces jours-là, à travers l'amendement Mirguet. Alors on vous passe les débats jusqu'au 18 juillet où l'homosexualité en France est votée à main levée. Et le résultat est sans appel. L'homosexualité est redéfinie comme fléau social. Un coup très dur pour toute la communauté qui voit l'homosexualité estimée à la même hauteur que l'alcoolisme, que la toxicomanie, la tuberculose, le proxénétisme ou même la prostitution. Cette reconsidération de l'homosexualité, en plus de blesser bon nombre de personnes, permet au gouvernement de durcir les peines encourues pour outrage public à la pudeur. Et si vous pensiez avoir tout entendu, figurez-vous que 8 ans plus tard, en 68, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, va remettre une couche sur la pile en classant officiellement l'homosexualité comme maladie mentale. L'OMS donne alors raison à une société extrêmement homophobe et à la personne qui a fait le plus de mal au monde entier. En France, vous l'avez compris, il ne fait pas bon d'être homosexuel, même avec un groupement militant pendant les années 60. Pourtant, cette décennie va s'achever sur un acte aussi violent que porteur d'espoir. Nous sommes dans la nuit du 27 au 28 juin 1969. Une énième descente de police a lieu dans le bar clandestinement gay Stonewall Inn. Un harcèlement incessant que subissent les fidèles clients chaque soir. Mais cette soirée en début d'été ne sera pas une soirée comme les autres. Cette venue des policiers n'a pour objectif qu'un simple contrôle d'identité, bien qu'un peu disproportionné par rapport à la situation, mais cette fois,
tout ne va pas se passer comme prévu. Les personnes venues s'amuser vont se rebeller et la peur va pour la première fois changer de camp. Et tout ça au départ grâce à une lesbienne. En effet, arrêtée par la police, celle-ci va catégoriquement refuser l'acte et se débat contre 4 policiers sur 8 présents dans le bar. Les policiers blessent la femme à la tête et saignent lourdement, sonnant le début des altercations. Elle est jetée dans le fourgon de police et là, la communauté se jette sur les gendarmes. À 8, ils se retrouvent très vite débordés et paradoxalement doivent, pour se protéger, trouver refuge à l'intérieur du bar gay. La foule commence à s'amasser autour de cet événement et prend de plus en plus d'ampleur. Cette soirée se transforme en affrontement extrêmement violent dans les rues adjacentes du bar, augmentant les effectifs à 2000 manifestants contre désormais 400 policiers. Et cette soirée justement se transforme en la plus grande manifestation homosexuelle de l'histoire, mais surtout la première. Au total, les échauffourées ont duré presque 5 jours, entre police, manifestants, avec une vraie complexité à dissoudre la foule. Pour la première fois de son histoire, la communauté LGBT s'était enfin réunie. Pour pas la meilleure des occasions, je vous l'accorde, mais en tout cas, pour la meilleure des manifestations publiques, clôturant ainsi une vingtaine d'années de silence et de torpeur pour tous les homosexuels et lesbiennes à travers le monde. Mais une chose est désormais sûre, c'est que cet événement va avoir un impact considérable pour la suite de notre histoire. Un an après les émeutes de Stonewall, les Américains homosexuels et lesbiennes particulièrement restent marqués par cet événement fort et décident de le commémorer dans la rue, nous amenant à notre 3e chapitre de ce document. Gay Pride, Gay Liberation, traduisons, soyons fiers d'en être, libérons-nous. Soyons fiers d'en être, homosexuels. Ces hommes, ces femmes qui manifestent devant des passants un peu interloqués sous la protection de la police avec un drapeau américain se proclament eux-mêmes pédérastes et lesbiennes. Leur mouvement est leur mouvement de libération des homosexuels en Amérique. Ils sont ce jour-là 2000 à commémorer pacifiquement dans les rues de Central Park et celles non loin du bar. Cette marche est nommée la Christopher Street Liberation Parade. Mais vous l'avez déjà tous compris, il s'agit en réalité de la toute première Gay Pride. Cette manifestation se déroule à New York, ville où l'on en a vu d'autres. Ailleurs en Amérique, il faut bien le dire, elle ferait scandale. Dans la plupart des villes américaines, les homosexuels sont l'objet de la suspicion populaire, ils sont écartés de beaucoup d'emplois et ne peuvent en principe prétendre à aucune carrière politique. C'est justement ce contre quoi le mouvement de libération des homosexuels entend protester. À leur manière, les homosexuels américains réclament ce que réclament beaucoup de minorités américaines, être intégrés tout en affichant sa différence. Vous noterez le ton étonnant du journaliste qui déclare que les homosexuels n'ont pas de droit ouvert aux États-Unis, comme s'ils en avaient beaucoup plus en France, en sachant qu'une marche comme celle-ci dans les rues de Paris aurait été immédiatement dissoute pour trouble à l'ordre public. Mais passons. Nous sommes le 27 juin 1970, à l'aube de nombreux changements, aux États-Unis mais aussi dans le monde entier. Je vous propose donc que l'on revienne en France. Au début des années 70, rappelons-le, la loi discrimine ouvertement les homosexuels. La société en fait de même, et c'est aussi le cas pour l'OMS, qui a jugé bon de classer l'homosexualité, rappelons-le, parmi les maladies psychiatriques. Pourtant, la communauté se fait de plus en plus entendre en France, mais elle n'est pas écoutée. Quelques rares émissions de télévision ou de radio arborent le sujet, non sans quelques maladresses associant souvent homophile avec pédophilie, sans parler du lien direct avec la maladie mentale. Bref, l'ambiance est irrespirable en France pour les homosexuels qui n'ont d'autre choix que de continuer à se cacher et de se réunir en toute discrétion, jusqu'à ce jour de mars 1971. Ici Monique Grégoire qui vous dit bonjour à tous.
Vous entendez la salle Playel remplie à craquer et qui fait beaucoup de bruit car nous venons d'avoir depuis une demi-heure une discussion absolument passionnée et passionnante sur l'homosexualité que nous allons continuer sur l'antenne. Mais avant de donner la parole aux gens qui connaissent bien la question pour des tas de raisons diverses, je voudrais résumer ce que moi j'ai entendu pendant 3 ans, ce que j'ai essayé de comprendre et ce qu'on m'a dit, car les lettres d'homosexuels dans mon courrier tiennent une très grande place. Ouvrez grand les guillemets, l'homosexualité, ce douloureux problème. Voilà comment s'intitule l'émission de Ménie Grégoire, réputée pour être pourtant l'alienatrice avec laquelle les Français parlent souvent de leurs soucis. Mais cette fois-ci, c'est plutôt elle qui va faire les frais de la colère des homosexuels. Nous sommes alors le 10 mars 1971, salle Playel, d'où se déroule cette émission qui va prendre une tournure que personne n'imaginait. Mesdames, messieurs, autour de vous, au milieu de vous, dans votre famille, dans votre entourage professionnel, dans votre village, partout, il y a des homophiles que vous ne connaissez pas. Il peut y avoir le préfet de votre département, il peut y avoir le curé de votre paroisse, il peut y avoir votre frère. Parfaitement. Oh là là, écoutez, je suis un peu désolé du bruit de la salle qui ne nous permet pas de continuer. Vous voyez à quel point le débat est passionné, mais nous continuons quand même bravement. Vous avez parlé tout à l'heure d'un problème religieux. Je voudrais que le père Guinchat réponde tout de même, on l'a presque mis en cause. Au fond, qu'est-ce que font les prêtres devant un homosexuel? Qu'est-ce que vous faites quand on vient vous trouver en vous disant « je suis homosexuel », qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous y rassurez aussi? Vous voulez répondre? Je suis un petit peu gêné pour répondre à cette question. Comme prêtre, je fais partie d'une église et j'essaie d'être fidèle à un Dieu qui a donné un certain modèle de vie qui n'est pas imposé, mais pour être de la maison, il faut tout de même marcher dans le sens de ce modèle de vie. Après cela, il y a le fait concret. Je rejoins tout ce qui a été dit quand on a parlé de la souffrance de certaines situations. Alors là aussi, moi j'accueille beaucoup d'homosexuels, mes confrères également, qui viennent parler de leur souffrance. À cette souffrance-là, on ne peut pas être insensible. Ne parlez plus de votre souffrance. Oui, écoutez, alors là je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la foule a envahi la tribune et que des homosexuels de tout ordre, hommes et femmes... À l'écoute de cette émission, la communauté se soulève et interrompt l'émission, qui n'a que vocation, malheureusement, à blesser les homosexuels avec ses fameux soucis psychologiques. Ménie Grégoire avait pourtant bien démarré son émission de radio, mais fut débordée par les événements. La salle est ce jour-là bondée, il y a même du public dans la rue, devant la porte de la salle Playel, et le ton pris par l'émission des militants à investir la scène fait naître, sans le savoir, l'un des premiers mouvements de militantisme homosexuel en France, qui aura la particularité d'être diffusé en direct sur RTL. Suite à cette émission, les homosexuels présents se découvrent le devoir de militer pour enfin obtenir des droits égaux aux hétérosexuels. Et c'est dans ce contexte que naît le phare, FHAR, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, et communique leur première déclaration. Les homosexuels en ont marre d'être un douloureux problème, référence à l'émission de Ménie Grégoire. Ils veulent faire éclater la famille patriarcale, base de cette société préoccupée de thérapeutique. Toubib, soigne-toi toi-même. Nous sommes dans les années 70, au début des années 70, et le ton est donné. Les choses sont dites. Les homosexuels en ont marre et ne vont plus se taire. De quoi déranger davantage la société. La France du début des années 70 est une France particulièrement conservatrice, comme l'était le gouvernement de Gaulle, qui n'a abrogé aucune loi de Vichy concernant l'homosexualité. En 1973, une nouvelle émission télévisée, cette fois-ci, s'intéresse à l'homosexualité. Nous sommes le 29 novembre et pour la première fois à la télévision, l'homosexualité, on en parle. Quand est-ce que vous avez su qu'il était homosexuel? Eh bien, mon Dieu, il y a 4 ans, bien sûr, oui, il y a bien 4 ans. Un jour qu'il m'avait invité chez lui et on avait passé une bonne journée, puis tout d'un coup, il m'a dit, maman, j'ai apporté quelque chose, je suis attiré par les hommes. Ça m'a fait un effet foudroyant, je suis parti en claquant la porte, je lui ai dit ce que je pensais, qui n'était pas très gentil, mais enfin je lui ai dit ce que je pensais, puis je suis parti en claquant.
Moi, je pensais que j'étais pas loin de penser que c'était un monstre, que c'était quelque chose d'épouvantable, que c'était un vice. Et je suis partie tout en sanglotant, que je ne pouvais plus me retenir. Je suis repartie chez moi. Puis alors, il est venu me retrouver. Par la suite, j'ai eu beaucoup de mal à admettre cette chose-là. Est-ce que vous avez toujours été homosexuel? Toujours. Toujours. Depuis moi, je me rappelle. Et exclusivement? Enfin, j'ai fait une expérience avec une femme, quoi. J'ai vécu avec elle pendant 6 mois. Mais ça marchait pas. Vous auriez préféré que ça marche? Je sais pas. Maintenant. Maintenant, vous vivez comment? Avec un petit ami, je peux le dire? Oui, bien sûr. Oh. Vous vivez complètement avec lui comme vous vivriez avec une femme. Voilà, exactement. Cette émission, bien que médicale, se penche enfin du bon côté du débat. Et on y retrouve notamment un personnage qui nous est bien connu. Est-ce qu'il y a un type d'homosexuel? Oh non, ça pas du tout. Pas du tout. Il y a l'homophilie, bien sûr, en tant que telle, et c'est celle qui est poursuivie parfois par certaines lois dans certains pays, par la société d'ailleurs aussi. Mais il y a, je crois, autant d'homophiles qu'il y a justement d'homophiles. Il y a l'homophile qui est donc bien dans sa peau, qui sur le plan sexuel aimera l'hétérosexuel. Il ne pourra pas avoir de relation, même physique, avec un homophile. Il y a l'homophile plein d'aventures, de frivolité, de superficialité. Il y a celui au contraire qui veut bâtir sa vie sur le modèle presque du couple hétérosexuel. Donc il n'y a pas un type homophile. Alors non plus, il n'y a pas le type maniéré, excentrique, à la voix de caquet, à la démarche déhanchée, celui qui se fait remarquer dans la rue, décoloré, la folle, autrement dit, entre guillemets. Seul qui, paraît-il, que je n'ai pas connu, et Dieu soit loué, qui florissait à Paris au cours des années 30 ou 25. Non, maintenant, en effet, l'homosexualité s'est un petit peu virilisée. Mais ce que l'opinion croit souvent, l'effet de l'homophile excentrique et tout ça, c'est faux. Il y a aussi l'homosexuel très viril et que précisément personne ne peut reconnaître. André Baudry, le fondateur d'Arcadie, est parmi les invités de cette émission où pour la première fois des homosexuels témoignent à visage découvert à la télévision. On le comprend, l'homosexualité s'immisce doucement mais sûrement dans la société. Même s'il faudra attendre 2 ans pour qu'une nouvelle émission parle du sujet, celui-ci est bel et bien posé sur la table. Les homosexuels des grandes villes ne sont plus seuls, en revanche, en campagne, pour se protéger, mieux vaut malheureusement rester dans le placard. Outre Arcadie et la Phare, d'autres mouvements homosexuels voient le jour, comme David et Jonathan, issus du mouvement chrétien, mais aussi les Gouines Rouges, mouvement lesbien. Tous ces mouvements n'hésitent pas à prendre part à des manifestations, comme ici celle du 1er mai 73, où les militants savaient très bien ce qu'ils voulaient. Nous, les seuls gens avec qui on voulait manifester, c'était le phare. Parce qu'on allait en manif, même s'il pleuvait, parce qu'on était libre de notre corps, parce qu'on peut marcher au milieu de la rue, parce qu'on peut crier, alors qu'en temps normal, on nous camisole ou on nous interne. C'est tout, et disons qu'on est des gens qui crions tous les jours et qui aimons marcher au milieu de la rue, voilà, sans drapeau. Qu'est-ce que c'est le phare? C'est le parti homosexuel pour l'action révolutionnaire. Le font quoi? On l'entend ici lors d'un extrait de journal radio diffusé sur France Inter. À peine 30 secondes, diffusé à la fin du flash avec un journaliste qui ne connaît même pas ce front des révolutions et qui, vraisemblablement, n'a pas beaucoup envie d'en savoir plus. En 1975, la télévision s'empare à nouveau du sujet de l'homosexualité, mais lors d'un débat, cette fois-ci, dans une émission très connue du public, Les dossiers de l'écran. L'émission est connue pour mettre en lumière et aborder des thématiques à la fois de société, tout en étant tabou. Pour vous donner un exemple, la toute première émission s'était intéressée aux crimes de guerre nazis. Mais ce soir du 31 janvier 1975, c'est bien d'homosexualité qu'il est question. Alors faute d'archives, la seule chose que nous pouvons vous dire c'est que l'émission a accueilli 3 écrivains dont l'homosexualité n'était clairement pas un secret, 2 médecins, un prêtre et Paul Mirguet, dont vous vous rappelez peut-être le nom en tout cas, puisque c'est lui qui avait institué une loi, la loi Mirguet, votée à l'Assemblée nationale, discriminant les homosexuels. L'émission ce soir-là est un carton d'audience, 19 millions de téléspectateurs suivent le débat, une première pour l'homosexualité qui obtient une vraie fenêtre sur le monde et sur les téléspectateurs à une heure de grande écoute, ou l'audience puisque, rappelons-le, 19 millions de téléspectateurs ça paraît beaucoup, mais à l'époque il n'y a que 2 chaînes de télévision seulement.
Alors aujourd'hui, 19 millions de téléspectateurs, c'est très rare. Le dernier événement à avoir réalisé cette audience, c'était le match France-Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde 2018. C'est vous dire le succès. Les percées homosexuelles sont rares en France. Mais lorsqu'il y en a, elles font indubitablement débat et provoquent des remous. La société si conservatrice serait-elle en train de changer ? Les années 70 marquent réellement le retour en force de la parole homosexuelle. Une parole encore taboue, violente, indélicate ou maladroite parfois, mais une parole que doivent entendre les Français, même si ça ne leur plaît pas. C'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs. Il y a deux sortes d'homosexuels, il y a d'abord ceux qui sont malades, puis ceux qui font ça pour de l'argent, alors c'est déjà deux choses différentes. Il y a 70 ans que je suis dans le quartier que je suis là, ça m'a affecté. Dans le temps, il y avait un quartier qui était propre, puis il est pourri. Et qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Ils l'ont pourri. Je pense que les femmes, ça me plaît pas du tout. Les hommes, ça me plaît pas du tout. Vous préférez les femmes ? Je préfère les femmes, oui. Je préfère les femmes. Comment jugez-vous les hommes qui aiment les hommes ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est pas normal, c'est un vice, quoi. Paraît-il que dans ma maison, il y en a. Ça vous gêne ? Je ne sais pas si c'est vrai. Je me pose la question si c'est exact. J'aime pas du tout. Vous aimez pas ? Pourquoi ? J'aime pas. Je trouve que c'est les... Je sais pas, j'aime pas du tout en tout cas. Franchement, pas du tout. Vous venez de réentendre, pour votre plus grand bonheur, les extraits de Question de temps, l'émission diffusée sur Antenne 2 à la fin des années 70, à l'heure où l'homosexualité et les homosexuels sortent peu à peu du placard dans les grandes villes. Et ceux qui vont parler aujourd'hui, vraiment courent de sérieux risques dont ils peuvent subir dès demain les conséquences. Ils peuvent être envoyés de leur travail, tout simplement. Quel autre risque ? Et puis il y a celui de la famille, il y a un rapport avec la famille, qui sont très douloureux, parce que très souvent, la plupart des homosexuels sont forcés de cacher leur nature, leur vérité profonde aux êtres qui leur sont le plus chers. Et d'habitude, les parents, quand ils apprennent la vérité sur leur fils, ou bien le mettent à la porte, tout simplement, ou bien l'envoient chez le psychiatre, et tous essayent de le faire changer. Le terme gay venant des États-Unis arrive, et celui de coming out, également dans sa version longue, coming out of the closet, littéralement la sortie du placard. Bien que de nombreuses figures se mettent en avant dans les diverses associations homosexuelles, il n'en reste pas moins qu'il est compliqué de vivre ouvertement. À l'époque, il n'était pas rare de se faire agresser lorsqu'on était vu en public avec un autre homme ou deux femmes ensemble. La double peine, c'était d'aller porter plainte, que cette dernière n'ait aucune suite puisque les policiers n'enquêtent pas sur ce genre d'affaires, laissant tous ceux qui voulaient une justice dans l'oubli le plus total. C'est alors que naît le CUARH, le Comité d'urgence anti-répression homosexuelle. Parallèlement à notre histoire, c'est une personne que nous allons apprendre à connaître, qui naît dans les années 70, notre invité, Michel Lemarec. Années 70, années 80, vous êtes le jeune Michel Lemarec que vous êtes maintenant, président d'association. Qui êtes-vous à ce moment-là ? Vaste question. Ah, question très intéressante sûrement. Alors, je suis un petit gamin qui est né à Guingamp, donc au cœur des Côtes d'Armor, et qui a vécu dans un petit village d'un peu moins de 2000 habitants, donc à proximité de Guingamp. Donc une vie de gamin assez classique, surtout dans les petits villages. Je grandis avec des activités simples de tous les gamins. Évidemment, je commence à jouer au foot dans mon petit village. Je ne me pose pas trop de questions. Je vais au collège à proximité aussi, dans le petit village à côté. Et puis, alors, qu'est-ce qui se passe lorsque j'arrive au collège ? Je commence à voir des amis, des camarades qui commencent à s'intéresser aux filles à côté. Pour ma part, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je continue surtout à me focaliser sur le foot, qui est vraiment ma passion quand j'étais gamin. Et les histoires de sexualité, c'est pas encore quelque chose qui me préoccupe énormément. C'est d'ailleurs pas un sujet qu'on parle à la maison. Comme dans beaucoup de familles, à l'époque évidemment, mais encore aujourd'hui, c'est parfois des sujets un peu tabous. On ne parle pas de sexualité et encore moins d'homosexualité. Depuis plusieurs semaines, depuis le début de la campagne présidentielle, je sillonne notre pays. J'y ai même rencontré un certain nombre d'entre vous. J'ai vu votre inquiétude, j'ai partagé vos espérances.
J'ai vu votre inquiétude. De toutes les forces dont nous disposons, il faut maintenant sortir la France de l'état moral et matériel où l'on mise les personnes et la politique qui nous gouvernent depuis 7 ans. Le début des années 80 est marqué par une nouvelle campagne présidentielle en vue de la 5e élection de la 5e République française. Attention, d'un côté, Valéry Giscard d'Estaing se présente au nom de l'UDF, de l'autre, Jacques Chirac se présente au nom du RPR, et encore de l'autre, François Mitterrand lui porte la rose du Parti Socialiste. La course à la présidentielle de 81 est lancée, et le QR va se servir de cette belle opportunité pour faire ouvrir les yeux aux candidats, et en particulier la rose rouge et le futur président. François Mitterrand a la volonté d'accéder à la présidence en donnant un nouveau gain de liberté à tous les Français. La société gaulliste, conservatrice, commence à étouffer un petit peu, et ce n'est pas la communauté qui dira le contraire, puisque l'homosexualité, rappelons-le, en début 80 est toujours un délit en France, mais plus pour très longtemps. Autre manifestation, celle des homosexuels, une manifestation qui a rassemblé également plusieurs milliers de personnes sur le parvis du centre Georges Pompidou à Beaubourg. Il s'agissait à l'occasion de la campagne électorale de demander la reconnaissance du droit à l'homosexualité, je cite évidemment. Les manifestants ont également protesté contre l'Organisation mondiale de la santé qui range les homosexuels dans la catégorie... Nous sommes le 4 avril 1981, une date tout à fait historique, bien qu'évoquée seulement 23 secondes dans le journal de TF1. Plus de 11 ans après la première Gay Pride aux États-Unis, le CUARH organise dans Paris une marche nationale pour les droits et les libertés des homosexuels et des lesbiennes. En somme, la toute première Gay Pride française. Une réussite puisqu'elle réunit 10 000 militants dans les rues pour demander l'abrogation pure et simple des lois discriminant jusqu'alors les homosexuels, ainsi que la suppression du classement de l'homosexualité parmi les maladies mentales établies auparavant par l'OMS. Bien que les partisans socialistes et communistes soient en désaccord total avec les homosexuels, François Mitterrand, lui, gagne en popularité avec son programme riche en liberté, et notamment celle qui veut redéfinir pour la cause homosexuelle. Le 29 avril 1981, il en dit à ce sujet : l'homosexualité doit cesser d'être un délit. Une seule phrase, une seule, celle qui a exprimé tout le mal-être des homosexuels face à leurs droits, ou plutôt face aux droits qu'ils n'avaient pas. Mitterrand devient le candidat qui veut et qui va changer la France, le 10 mai 1981. 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. Après une sublime campagne présidentielle, 51% des Français élisent le candidat socialiste, une victoire d'une très courte tête, vous noterez, faisant s'affronter les conservateurs face aux avant-gardistes. Les homosexuels, lesbiennes, transsexuels sont en fête et savent que les choses vont changer. Depuis le régime de Vichy, aucune loi ne s'est inscrite en faveur de la communauté, et cette dernière décennie 70 a été certainement témoin de la plus grande violence et des plus grandes batailles souvent menées à l'échec. Mais grâce à François Mitterrand et au QR, les choses s'apprêtent à changer, et dès l'année qui suit l'investiture du nouveau président, le fameux article 331 du Code pénal est abrogé. C'est enfin la libération pour tous les homosexuels et les lesbiennes. Comment êtes-vous accepté dans le quartier ? Je trouve qu'on a été très bien accepté, dans le sens que on a fait un effort d'être intégré avec le quartier en faisant travailler les commerçants du coin sans faire de bruit, sans faire de quoi que ce soit pour déranger les gens du quartier. Est-ce qu'il arrive à des couples classiques, disons, de pénétrer dans ce bar ? Comment réagissent-ils alors ? À la tienne, la Queen. Oui, santé, mon Aurel. Il n'y a pas de raison que l'on ne fête pas la victoire des homosexuels, nous non plus. Les bars gays se démocratisent, les amoureux sortent main dans la rue, ils s'embrassent également, chose interdite jusqu'ici. Au début des années 80, être homosexuel devient enfin légal, même s'il faudra attendre l'année 1990 pour que l'OMS supprime l'homosexualité des maladies mentales. Autant vous dire que la société et ses pensées, pour la plupart conservatrices, racistes et homophobes, a encore beaucoup de travail. Mais le moteur est en marche. Les homosexuels sont tous ravis et savent que les choses vont enfin bouger pour eux.
En campagne, cela reste encore compliqué, parfois. Mais dans les grandes villes, le mot d'ordre est « liberté ». Je vais souvent dans les boîtes, pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'aime beaucoup danser. Il y a aussi le fait que je vais obligatoirement dans les boîtes homosexuelles parce que dans les autres boîtes, je suis tout de suite emmerdée. Ça devient intolérable. C'est pour ça que pendant des années, avant de connaître les boîtes homosexuelles, je n'allais pas en boîte en fait. Alors, dans les grandes villes, certes, le terme de liberté est bien approprié. Mais dans le petit village de Michel, il en est tout autre. Alors, moi, j'ai pas une vision très claire de tout cela. Je me rends compte quand même que je suis de plus en plus attiré plutôt par les garçons, par mes camarades, pas par les filles. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Quelle image j'ai à l'époque de l'homosexualité ? C'est pas comme aujourd'hui, on en parle beaucoup dans les médias, avec les réseaux sociaux. L'homosexualité, pour moi, ça se limite à un film. Un seul film où je vois des homosexuels, c'est le film, cette comédie qu'on connaît, c'est La Cage aux Folles, qui est une comédie. Et là, j'y vois des personnages qui sont particulièrement extravagants. Très caricaturaux. Très caricaturaux, mais c'est le principe même des comédies. Mais il s'avère que c'est la seule image que j'ai finalement de l'homosexualité à ce moment-là. Et donc, toute la difficulté pour moi, c'est de pouvoir faire le lien entre ces personnages-là et les sentiments qui commencent à naître chez moi à cette époque. Ouais. Est-ce que vous voulez voir quelque chose? Tu prends un truc? Bon, ouais, je vais prendre en logistique. Ouais, pareil. Ok. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'assez étrange pour moi. Je me considère comme un petit gamin comme les autres, avec le foot et d'autres images, je dirais, assez viriles ou autres. Et là, je crois comprendre que l'homosexualité, c'est un type de caractère qui ne me correspond pas. C'est pas péjoratif, il n'est pas question de considérer que être plus ou moins efféminé est un sujet. C'est simplement que quand on se construit, quand on est adolescent, on a besoin d'images, de personnes qui nous correspondent et auxquelles on veut ressembler. Et cette image que j'ai là ne me correspond pas. Et donc je n'arrive pas à comprendre exactement ce qu'est mon ressenti. Ce qui fait que face à cette incompréhension, je vais évidemment me murer plutôt que de chercher à en parler. Et donc je vais cacher pendant longtemps ce sentiment qui est le mien, cette attirance qui est la mienne, pour essayer d'être dans la norme, c'est-à-dire comme tous les autres, et de vivre la vie de n'importe quel autre garçon de mon âge. Liberté uniquement dans les grandes villes comme à Paris, mais cette joie va s'avérer d'une courte durée à cause d'un événement terrible qui va foudroyer bon nombre d'homosexuels. Dans un instant, votre magazine de Must continue avec une deuxième partie à partir des années 80. Restez avec nous et rendez-vous dans la deuxième partie du podcast. À tout de suite.